Bonjour à tous, il est midi et comme tous les jours, c'est l'heure de l'apéro. Bienvenue dans l'apéro des éleveurs. Et bien sûr, comme tous les jours, on va refaire le monde agricole, on va débattre des sujets sans tabou. Aujourd'hui au programme, l'Europe, une opportunité ou un boulet? Les écologistes font-ils avancer l'agriculture? Et enfin, faut-il réellement consommer moins de viande? Alors pour débattre avec moi aujourd'hui, j'accueille Nicole Ouvrard, journaliste, directrice d'Agra, qui remplace au pied levé Jean-Baptiste Moreau. Tu es notre joker de luxe. Bonjour Nicole. Bonjour. Alors joker de luxe, pas difficile à convaincre. Quand on parle d'apéro, tu viens facilement. Merci Nicole en tout cas. À côté de toi, Patrice Cougoureux, agriculteur et coach de l'émission Aidons nos fermes. Bonjour Patrice. Bonjour à tous. Sébastien Cluzel, éleveur de Charolaise dans le Puy-de-Dôme et président du Herdbook Charolais. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et enfin, il était déjà là en début de semaine, Alexandre Royer, conférencier shifter. Bonjour Alexandre. Et bonjour. Alors bien sûr, l'apéro, on me le demande à chaque fois quand les invités ils arrivent, ils me disent est-ce qu'on boit vraiment? Bah bien sûr qu'on boit vraiment et bien sûr c'est la festive, la bière du sommet. Allez, je vous laisse passer vos verres et on va bientôt pouvoir commencer à débattre et à trinquer. Hop. Alors tout de suite, on lance le premier sujet, l'Europe, une opportunité ou un boulet? Alors en début d'année, on a senti dans la colère des agriculteurs beaucoup de griefs contre l'Europe. Est-ce que c'était justifié? Est-ce que c'était vraiment une cause majeure dans les manifestations de la colère des agriculteurs en début d'année? Nicole? Alors, oui, pour des questions de charge administrative. C'est clair que les agriculteurs ont beaucoup exprimé cette charge mentale presque du fait d'avoir trop de paperasse et ça fait longtemps en fait qu'ils se plaignent là-dessus. Pour autant, il faut quand même prendre un petit peu de distance par rapport à ce sujet, l'Europe, une opportunité ou un boulet. Au final, je pense quand même que pour l'agriculture, pour le secteur agricole, l'Europe est quand même une opportunité. C'est un marché qui est prioritaire pour les agriculteurs français. Et si on n'avait pas cette Union européenne comme marché commun, avec des frontières ouvertes à l'intérieur de l'Union européenne, on serait quand même des nains face au marché international. Donc pour moi, c'est quand même une opportunité. Alors, Patrice, comment ça s'exprime l'Europe au quotidien dans vos fermes? Voilà, tous les jours, l'Europe, ça veut dire quoi? Parce que c'est à la fois très proche, très lointain. Voilà, comment vous la percevez? Comment les agriculteurs, les éleveurs, ils la perçoivent au jour le jour sur leur exploitation? Oui, alors comme dit Nicole, c'est vrai qu'il y a de grosses contraintes administratives et on le voit au quotidien puisqu'on passe de plus en plus de temps sur notre déclaration PAC qui est tout le temps et chaque année de plus en plus complexe. Et moi, à titre personnel, je suis même obligé maintenant de faire appel à la Chambre d'agriculture pour m'aider à le remplir parce que dès qu'on a un changement, ça implique systématiquement donc un renouvellement de contraintes, etc. Je suis assez d'accord sur le marché européen, même si aujourd'hui on s'aperçoit en viande bovine, puisqu'on est deux représentants ici sur le plateau, que la viande vient de plus en plus de l'extérieur et pas forcément de l'Europe. Donc pour les années à venir, il va falloir quand même se tenir sur nos gardes parce qu'on ne sait pas trop où va partir le marché mondial. Sébastien, même question. Voilà, sur ta ferme, l'Europe, ça veut dire quoi? C'est vraiment des contraintes? Oui, alors Patrice l'a dit, évidemment, le dossier PAC, c'est toujours un grand moment. Le remplir, évidemment, quand on se fait aider, on est obligé, parce que même si on n'est pas que bête, on n'arrive plus à le remplir tellement il y a de cases à cocher. Mais c'est pas que ça, l'Europe. C'est aussi des contraintes, comme l'a dit Nicole. Moi, je suis responsable de la race charolaise. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un règlement zootechnique de l'Union européenne. Ça fait 18 pages, il y a plein d'articles. Et ça gère toute la génétique en France. Pas que charolaise, mais toute la génétique, quelle que soit l'espèce. Et ça, c'est de la suradministration pure et dure. Ça ne nous a pas aidé. C'est arrivé en 2018, le nouveau règlement européen.
Et depuis, à part nous faire des papiers supplémentaires et de la suradministration, c'est juste ça. Après, là où je rejoins Nicole et Patrice aussi, c'est vrai que si on prend un peu de hauteur, évidemment que l'Europe en a besoin, ne serait-ce que par rapport à la politique agricole commune. Certes, le dossier PAC, c'est pénible à remplir. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, Patrice, mais moi, sans les aides PAC, aujourd'hui, je ne vis pas. Donc, évidemment que l'Europe, on en a besoin. Oui, comme 90% des agriculteurs en bovin viande, essentiellement, si on n'a pas l'Europe aujourd'hui et les aides PAC, on est cramé. Hein. Il faut se dire les choses. On est cramé. Alors cet argent, quelque part, il n'est pas gratuit, il est conditionné, il est lié à des oui, il est lié à des contraintes respecter. et qu'on est capable de comprendre et même de mettre en œuvre sur des mesures agro-environnementales notamment. Mais par contre, là où il faut que nos responsables comprennent, c'est qu'on devrait arriver, je pense, à bénéficier des mêmes contraintes et des mêmes bénéfices vis-à-vis de la PAC, tout en étant plus simple. La simplification administrative, on en parle au quotidien, mais honnêtement, on ne voit rien arriver sur nos exploitations. Là-dessus, rien. Au contraire, ça ne fait qu'empirer. Alexandre, vous, côté conférencier, côté shifter, voilà, vous l'apercevez comme un moyen de faire bouger les choses, ou au contraire c'est un carcan trop administratif qui ne répond pas aux besoins? Alors pour savoir si quelque chose est positif ou négatif, il faut déterminer le critère qu'on va observer. Là on a eu 2 critères qui étaient assez clairs. C'était le critère de la législation, donc ce que je comprends de ce qu'en disent les éleveurs, c'est que c'est plutôt un boulet, c'est-à-dire des difficultés supplémentaires, et de l'autre côté c'est un marché, donc quelque chose de positif dans ce niveau-là. Moi je vais aller sur un troisième critère, on pourrait y en avoir plus, qui est celui des shifters, qui est la double contrainte carbone. La double contrainte carbone, c'est comment faire pour réduire les émissions et comment faire pour se préparer et anticiper la déplétion énergétique. Donc tout ce qui va être modification donc dans l'agriculture du modèle agricole pour répondre à cette problématique. Et dans ce cas-là, la France, elle a beaucoup moins de poids seule. C'est-à-dire que seule, on peut essayer de changer, mais si on n'entraîne pas d'autres zones géographiques, ça sera plus difficile. Donc l'Europe devient une force qui pourrait, si la France arrive à faire prévaloir ses idées, à être un moteur beaucoup plus important pour la vue globale de la lutte contre le réchauffement climatique et la préparation à la diminution, à la déplétion énergétique. En gros, si on décarbone tout seul dans notre coin, ça ne sert à rien. Alors on a toujours tort d'avoir raison avant les autres, donc effectivement si on est tout seul, ça sera beaucoup plus difficile. Oui, est-ce que vraiment, sur cette question du carbone, dans le secteur agricole, les choses se passent au niveau européen ? J'en suis pas si sûre. Alors au niveau des prises de décision ? Ouais, c'est ça. Alors je pourrais pas vous dire comment ça se passe au niveau des prises de décision, mais au niveau européen, il y a des lois ou des contraintes qui sont posées qui vont dans le sens. Maintenant, je ne sais pas quantifier cette puissance législative à ce niveau-là. Sébastien, tu réagis ? Oui, moi non plus, je ne vais pas quantifier la puissance législative. Il y a des décisions qui se prennent à l'Europe, tu l'as dit. Maintenant, quand on le voit sur nos exploitations, est-ce que c'est un sujet européen, la décarbonation ? Et puis on n'est qu'au début, tu travailles dessus. Je pense qu'on a, moi pour perso, j'ai pas encore mesuré mon impact carbone au quotidien. Je sais pas toi, Patrice, qui l'en est. Si, je l'ai fait. Et oui, ça fait déjà. Je pense que déjà, il faut qu'on mesure, qu'on sache mieux. L'élevage bovin est souvent ciblé comme étant un émetteur de carbone, certes, et on peut pas le nier. Par contre, on va essayer de bosser dessus pour essayer justement de décarboner au maximum. Dire qu'on arrivera à la neutralité dans 10 ans, sûrement pas. Mais par contre, on a encore beaucoup d'efforts, tels que le fait aussi, je sais pas, l'aviation, l'aéronautique, etc., qui font des efforts qui vont dans le sens. Mais je pense que, alors, sujet européen ou pas, ça, j'ai envie de dire, c'est pas le problème, quoi. C'est juste qu'il faut qu'on bosse tous. Oui, et c'est pas la priorité au quotidien des agriculteurs. On est tellement contraints par différents. Je vois que tu as la bière déjà. On est tellement contraints par justement toutes ces normes qu'indirectement, et c'est vrai que la décarbonation, on y pense. Alors moi, ça fait très longtemps que j'y ai pensé, puisque j'ai fini mon bilan des 5 ans, mais la priorité, c'est de travailler aujourd'hui en toute quiétude. Et si on pouvait se passer de l'Europe et au niveau du marché international et mondial, et surtout au niveau des primes pour vivre décemment de notre travail, je pense que tous les agriculteurs le feraient. Alors se passer de l'Europe en même temps, paradoxalement, on entend souvent sur
surtransposition. Donc les normes, elles ne sont pas qu'européennes. C'est réel ou pas la surtransposition? C'est la problématique d'aujourd'hui, c'est qu'on a des normes qui sont françaises et c'est certainement les plus restrictives au monde, surtout au niveau de la qualité, de l'hygiène et de plein d'autres facteurs. Et là-dessus, on va se superposer sur des règles qui ont été instaurées par l'Union européenne, par des gens pour la plupart qui ne comprennent pas grand-chose à l'agricole. Et donc on se retrouve avec une libre concurrence sur les légumes, le maraîchage essentiellement, sur des produits, parce que moi je suis en bio, qui sont interdits en bio en France et qui sont autorisés dans d'autres pays. Et il y a un truc qui ne va pas, quoi. Nicole, une réaction? Oui, je voulais juste réagir par rapport à la PAC, à l'évolution de la PAC. Donc on a eu la PAC qui était vraiment dans une approche de soutien aux exploitations. On y a rajouté de la conditionnalité, plusieurs couches de conditionnalité, avec des obligations de mise en œuvre auprès des agriculteurs. Et à un moment, la Commission européenne était tellement empêtrée dans des détails où on allait décider, c'était Bruxelles qui décidait de la circonférence des arbres pour qu'ils soient considérés comme pris en charge dans les critères environnementaux, qui se sont dit, bon, allez, stop, on arrête, on vous refile ça dans chacun des États membres. Et c'est devenu le plan stratégique national. On se disait, génial, l'idée c'est qu'on réadapte à chaque État membre les contraintes environnementales adaptées au contexte géoclimatique. Et en fin de compte, ça n'a rien changé. C'est-à-dire qu'on est toujours dans des détails et dans des contraintes administratives d'une complexité. Donc là, il y a un souci parce que normalement, les États membres auraient dû reprendre la main et ne pas tomber dans cet excès de contraintes ou de détails difficiles à mettre en œuvre dans les exploitations. Il y a un échec. Donc la France, elle a sa part de responsabilité. Tu valides ça ? Sébastien? Oui, bien sûr. Après, là où je voulais rebondir, c'est sur ce qu'a dit Patrice. Évidemment on voudrait tous vivre sans prime de l'Europe aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a un vrai souci, c'est la valorisation de nos produits à la base. C'est qu'on a habitué les Français et les Européens, pour le coup, à manger pas cher. Et que l'alimentation a un coût. C'est juste qu'il faudrait qu'on arrive à inverser, mais ça va pas être simple, je vous l'accorde. Aujourd'hui, on est capable de mettre 1000 boules sur un téléphone, mais par contre, quand on a une entrecôte à 30 €, c'est trop cher. Et il va falloir inverser la tendance là-dessus, et c'est ce qui nous permettrait, je pense, de nous passer de primes à horizon, alors certes lointain, mais à horizon futur, je pense. C'est clair que le budget de la PAC, il va aux consommateurs. Exactement, c'est ce qui permet aux consommateurs d'acheter nos produits à prix décent à leurs yeux. Et de qualité. Mais pas décent à nos yeux, c'est ça le problème. C'est ce qui nous différencie un peu des autres pays européens, c'est que, et moi quand on me pose la question de savoir à quoi sert la PAC, elle sert à donner encore à nos Français des produits de qualité à moindre coût. Et malheureusement, le moindre coût, c'est exactement ça. La variable d'ajustation, c'est nous, au quotidien. Alors, il y a Farm to Fork, on en est où de ce projet européen? Parce que la qualité, justement, elle est un peu dictée par ce programme. Avec la dernière mandature du Parlement européen, les choses, c'était un peu... il y avait eu beaucoup de textes réglementaires dans le cadre du Green Deal et de Farm to Fork. Et au final, il n'y a pas grand-chose qui a été voté avec la dernière mandature. Donc là aujourd'hui, par contre, je pense que ça a miné le moral des agriculteurs parce que pendant 2 ans, ils ont entendu parler de toutes les directives qui allaient être modifiées et durcies. Et au final, il n'y a pas grand-chose qui a été voté, mais ça va revenir. Oui, enfin, ça n'a pas été voté. Le CETA et le Mercosur n'a pas été voté parce qu'on a eu la chance que le Covid arrive. Parce qu'on était à 2 doigts de le passer et malheureusement, alors déjà au niveau du CETA, ils se sont pas entendus, le Mercosur, ils se sont pas entendus parce qu'en fait le Québec et les États-Unis rentrent en l'accord de libre-échange avec la zone Amérique du Sud, entre l'Union européenne et, CETA et Mercosur, et notamment le Brésil. Absolument. Et donc, mais ce n'est que partie remise, ça va revenir. Alors, juste une dernière question avant de passer au débat suivant. On est dans un contexte là de
sanitaire compliqué avec la MHE, la FCO, est-ce que là l'Europe justement c'est pas une belle opportunité de clarifier les règles pour exporter vers les différents pays, parce que suivant qu'on aille en Espagne, en Italie ou autre, chacun adapte, chacun a son propre règlement. Est-ce que là justement on dit pas vive l'Europe? C'est sur le papier ça marche, mais enfin en termes d'exportation de bovins aujourd'hui avec ce qui se passe au niveau sanitaire, je peux vous dire en tant que responsable de race, je suis bien placé pour le savoir, pour organiser les événements comme ici et ailleurs, et pour exporter des animaux sur des pays avec lesquels on n'a pas forcément d'accords bilatéraux. C'est catastrophique, c'est géré de manière catastrophique, encore une fois. Aujourd'hui, j'ai des éleveurs qui veulent participer à un concours à Metz, des éleveurs luxembourgeois, qui sont donc dans la même zone MHE et FCO3. Jusqu'à hier matin, le concours c'est la semaine prochaine, jusqu'à hier matin, les DDPP nous refusaient l'accès de ces éleveurs qui sont exactement sur la même zone. On est en Europe, hein. Le Luxembourg, ça fait partie de la communauté européenne. Mais non, les autorités ne s'étaient pas mises d'accord, notamment sur ce volet FCO3. Pour que les animaux participent. Ça y est, on a démêlé le truc, mais au prix de palabres qui n'en finissent pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans toutes les crises sanitaires, qu'elles soient porcines ou aviaires, il faut aller vite. Et le temps aujourd'hui administratif, il est trop long. Donc là, il faudrait plus d'Europe, du coup. Donc plus d'Europe. Il faudrait plus de réactivité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas... je me souviens moi, de la grippe aviaire qui est arrivée il y a 4-5 ans chez moi, puisque c'est dans le temps où c'est qu'il y a eu le premier foyer. Le vendredi après-midi, les services vétérinaires n'ont pas relevé parce que tout le monde était en RTT. Là, il y a des moments où c'est qu'il faut être sur le pont. Le mot pour conclure, après on passe au débat suivant. Allez, rapidement, mais ce n'est pas le sujet du moment. Mais par contre, sur la surtransposition, ou sur le sanitaire plutôt, la MHE, par exemple, une maladie qui nous vient du Sud, d'accord, maladie sanitaire qui nous vient de l'Espagne. On n'a pas d'accord bilatéraux aujourd'hui avec le Portugal, qui n'est pas censé avoir de MHE. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu la carte de l'Europe. Le Portugal n'a pas de MHE, l'Espagne en a, la France en a. Donc, le politique et le sanitaire, de temps en temps, se mêlent, et pas toujours dans le bon sens. Et du coup, aujourd'hui, on a des animaux qui sont destinés à l'export vers le Portugal, qui ne partent pas, parce qu'il n'y a pas d'accord bilatéraux, et parce que, soi-disant, il n'y a pas de MHE au Portugal. Mais de qui se moque-t-on ? Pourquoi il n'y a pas de MHE au Portugal alors que les frontières... Quand on ne cherche pas, on ne trouve pas. Exactement, voilà. Merci Patrice. Donc, merci à tous les deux. Alors on a parlé dans ce débat d'Europe et aussi d'environnement. Et ben on enchaîne avec la nouvelle question. Les écologistes ont-ils fait avancer l'agriculture ? Pour commencer l'émission, j'ai parlé de la colère des agriculteurs qui dit on avait ras-le-bol de l'Europe. Les écologistes, ils n'étaient pas bien vus non plus dans les manifestations. C'est clair. Alors ce dialogue, Nicole, toi qui a un peu de recul, beaucoup d'expérience dans le journalisme, est-ce que ce dialogue, il est vraiment impossible ? Est-ce qu'il a toujours été impossible ? Moi, je dirais que globalement, quand même, les écologistes... Alors, je vais me faire l'avocate du diable. Les écologistes, ils permettent aussi au monde agricole de se reconnecter avec le reste de la société. Parce que le monde agricole a quand même une petite tendance à fonctionner en vase clos. Ça, c'est une vision bien passéiste de l'agriculture, Nicolas. Pardon, mais aujourd'hui, on est tous dans la société et on y est bien ancré. Oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais c'est pour ça que je dis que c'est une vision passéiste, parce que ça n'est plus le cas. Je pense qu'on ne fonctionne plus en vase clos. Il faut arrêter avec ça. Par contre, que les écologistes soient le poil à gratter de l'agriculture, oui, évidemment que ça peut nous permettre d'avancer. Mais c'est ce que je disais au préalable avec mon collègue d'à côté avant qu'on démarre l'émission. C'est aussi nous qui la faisons, l'écologie et l'environnement. Je veux dire, avec moi, je fais pâturer mes bovins sur de l'herbe, capteur de carbone pour le coup. Et l'écologie, c'est aussi nous. L'écologie devrait être un sujet transversal et non pas un parti politique. Et c'est ça qui me gêne là-dedans. On en a parlé aussi en aparté. On va en parler, pas qu'en aparté, on va en parler aussi sur le plateau. On va en parler, là, c'est le sujet du jour. Mais je trouve que, c'est normal que les écologistes nous fassent avancer parce qu'on est aussi capable de remise en question et ça, c'est bien. Mais par contre, l'environnement, on a aussi, nous, nos contraintes et nos attentes au quotidien qui font que on doit trouver un équilibre. Tout est une histoire d'équilibre. Moi, je trouve qui a été intéressant sur les manifestations de début d'année, c'est que ce sujet évidemment des questions environnementales, les agriculteurs sur les plateaux télé ont pu expliquer qu'ils étaient pas contre, mais par contre que la mise en œuvre était
impossible parce qu'avec des contraintes réglementaires qui s'opposent les unes aux autres. Mais sur le long terme, je pense que globalement, aujourd'hui, effectivement, les agriculteurs ne peuvent pas être à côté de la société et malheureusement, la grande majorité de la société ne comprennent pas ce que c'est que ce métier de l'agriculture. Mais là où je te rejoins, Nicole, c'est que peut-être nous, on n'a pas assez communiqué sur nos métiers. C'est pas notre premier métier de communiquer, c'est le métier de Vincent pour le coup. Nous, on apprend ça, j'apprends petit à petit à essayer d'expliquer à mes contemporains plutôt citadins que on fait un métier plutôt vertueux qui est destiné à nourrir la population tout en essayant de préserver la planète. Mais encore une fois, c'est juste une question d'équilibre. Les dogmatismes à tout prix sur l'écologie radicale, on a un peu de mal avec ça. Par contre, discuter avec des écolos plutôt responsables qui ont plutôt de bonnes idées de temps en temps, on n'est pas fermé à tout non plus. Alors justement, est-ce qu'il y a Alexandre qui est avec nous? C'est quoi? T'es écolo? T'es pas écolo? T'es shifter? Est-ce que tu te sens visé par les propos ici? Les shifters sont extrêmement clairs. C'est une association apartisane où les choix des partis politiques autres que sur la double contrainte carbone ne sont pas abordés. Donc on n'est ni écolo, ni quel que soit quelque parti que ce soit. On n'est pas apolitique, mais on est apartisan. Maintenant, par rapport à la question qui est posée, moi j'ai toujours, de temps que je me rappelle, eu un problème avec la définition d'écologiste. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire au niveau scientifique. C'est un chercheur dans le domaine de l'écologie, comme un météorologue. Et derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est écologiste? Moi, j'ai mon voisin qui est éleveur d'ovins. Il a 50 moutons. J'ai toujours considéré qu'il était écologiste parce que quand ces moutons passent, il rase les routes, il nettoie, c'est propre. Ça doit faire plaisir à Sébastien. Oui, c'est écologiste. Mais c'est pour ça. Donc là où je voulais en arriver, c'est qu'il y a une appropriation du terme écologiste par le parti. Donc j'ai rien contre ce parti, mais on parle de qui? On parle des écologistes, c'est-à-dire tout le monde un peu au fond de nous. Plus ou moins selon certains. Elon Musk, je ne pense pas qu'il soit très très écologiste par rapport à ses projets, mais nous tous, on a tous cette partie-là. Donc si on parle du parti politique, en tant que shifter, je ne me prononce pas, mais si on parle en tant qu'écologiste, là je reprends aussi une phrase, c'est un poil à gratter, mais qui sur le long terme amène des discussions et des choses intéressantes. Alors Patrice, tu vas nous annoncer, je suis écolo. Je suis écolo et je suis d'accord avec tout le monde. Ah bah. C'est énorme quand même. Non, en fait, moi je voudrais reprendre un petit peu la définition de tout le monde et je suis assez d'accord avec tout le monde finalement sur le démarche de Nicole. Je reprendrai un petit peu au-delà de la manifestation qui a eu lieu en ce début d'année 2024. Je pense que, et pour l'avoir vécu, parce que on a vécu quelques crises sanitaires sur les 15 dernières années ou des affaires comme l'affaire Spanghero, etc. En fait, on se rend compte que l'écolo, mais politique et pas au niveau philosophique ou théorique ou scientifique, c'est quelqu'un qui veut faire avancer la nature. Donc comment la faire avancer? Nous les paysans, on est là pour y travailler. Je pense qu'on est les premiers écolos de la nature, mais on a aussi besoin de garde-fous et à un moment donné, et par rapport à la génération de nos parents qui ont fait à peu près n'importe quoi, surtout au niveau des phytos, etc., on avait besoin de gens qui nous disent stop, arrêtez les conneries, vous en avez trop fait, on a trop pollué, maintenant on réfléchit avant d'agir. Et c'est en ça que moi j'ai trouvé que ce garde-fou qu'on avait eu d'abord de l'affaire Spanghero, sur l'affaire du bio, même si il faut faire très très attention au terme écolo parce qu'il ne faut pas qu'il aille au-delà de ses fonctions et de ses prérogatives. C'est-à-dire que quand aujourd'hui la ville avance sur la campagne et qu'on nous dit qu'on ne peut plus. Alors moi je vous le dis avec toute sincérité parce que je suis en bio donc ça ne me tracasse pas, mais je vois mes copains qui le font et qu'on dit attention maintenant il faut plus sulfater à moins de 50 mètres des habitations, mais le paysan il n'a pas demandé à ce qu'on lui colle des maisons à moins de 50 mètres des habitations et c'est là qu'il faut qu'il y ait un garde-fou autant au niveau des agriculteurs qu'au niveau des écolos. Nicole? Oui, non, par rapport à ce que tu dis, effectivement, enfin, j'ai démarré ma carrière dans les années 90, j'étais conseillère agricole. Franchement, l'usage des pesticides à cette époque-là, c'était n'importe quoi. Alors, juste un chiffre poussé par les coopératives. Heureusement qu'il y a eu du ménage et heureusement qu'il y a eu des molécules qui ont été interdites parce que à l'époque, c'était n'importe quoi. Et ça, c'est vrai que ça met longtemps
on met longtemps à revenir sur tout ça. Aujourd'hui, je pense vraiment que le ménage a été fait dans les molécules, à la fois au niveau européen et au niveau national, mais ça a mis du temps. Entre 99 et 2020, la baisse des produits phytosanitaires serait de l'ordre de 50%, hein, c'est le chiffre que j'ai trouvé. Donc là, on dit que l'écologie politique y a participé quelque part, ça a aidé. Cette baisse-là, c'est la France ou l'Europe ? La France. Sur la France. Ouais. Et au niveau mondial ? Désolé, je n'ai pas l'Amérique du Sud, tout ça, ça m'intéresse. Oui, c'est sûr. Ces molécules interdites, elles sont encore en Afrique ou en Amérique du Sud. On n'a aucune clause miroir et aucune réciprocité sur les normes. Et là, on a un problème parce qu'au Brésil, sulfaté, ça doit être moins un problème quand même que chez nous aujourd'hui. Et au-delà de la quantité des moins 50 que tu disais, il y a un autre facteur aussi, c'est que je pense que c'est beaucoup plus et beaucoup mieux dissous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu as un bidon de Roundup ou de Garlon qui vaut entre 300 et 500 balles, tu fais hyper gaffe à la quantité que tu y mettais. Moi, je me souviens, mon père, les premières années où on sulfatait, on est d'ailleurs sur les images au don de la terre, pour ceux qui l'ont vu, on passait sous la sulfateuse, on disait on va mettre à moitié un bidon, on va mettre un petit peu plus, ça ira mieux. On en était là. Aujourd'hui, tu n'as aucun paysan qui fait ça, clairement. Ça vaut tellement cher. Voilà, on est même avec des GPS à regarder pour pas qu'on recroise les lignes, etc. quoi. Et je suis bio, hein. Alors, je tiens à le préciser. Au moment des élections européennes, le groupe Réussir Agra avec le CEVIPOF avait organisé un sondage sur le vote des agriculteurs. Et en fait, la liste Europe Écologie Les Verts, elle était dans ce sondage à 8,8% chez les agriculteurs. Et c'était à l'époque sur les sondages, c'était 9% sur la population globale. Ça veut dire que le vote écolo était pas si c'est pour ça qu'on n'est déconnecté. pas déconnecté de la société, comme le disait Nicole. On est exactement comme la société. C'est la fête à Nicole aujourd'hui. Alexandre, ce chiffre-là, il te surprend pas, ce sondage-là, que les agriculteurs soient finalement potentiellement votent comme la société sur la partie écolo, alors qu'ils étaient quand même, par exemple, la liste Glucksmann était beaucoup plus faible, la liste PS était beaucoup plus faible. Non, là j'ai aucune information dessus, donc quand je ne sais pas, je me tais. Après, il y a eu à ce moment-là un regain de l'écologie un peu partout, d'ailleurs, même au niveau européen, qui n'a fait qu'un feu de paille, mais il n'empêche qu'il a eu le mérite d'être là à ce moment-là. Alors quand même, juste pour conclure le débat, le truc la remarque d'écolo qui vous énerve, le truc... Sébastien, il y a bien... Ouais, comme ça, brûle pour point, je n'en sais rien. C'est le sujet d'après, il faut manger moins de viande. Voilà, merci pour la transition, c'est super. Et on va enchaîner. On va enchaîner avec le nouveau débat. Nicole ? Ouais, juste une chose, ce qui est intolérable, c'est le fait d'entrer dans les fermes, de détruire, d'entrer dans les élevages, de détruire, au nom de l'écologie, du bien-être animal, etc. Et ça, c'est vrai que ça, c'est vraiment Alors, est-ce qu'on est encore écologiste ou extrémiste ? Là, c'est encore un autre débat, peut-être. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est quand on vient m'expliquer comment il faut qu'on fasse mon métier. Ça, d'accord. Voilà. Après, au-delà de ça, on peut tout entendre, tout accepter du moment qu'on en discute. Mais alors, quand vous avez des gens qui arrivent d'on ne sait où et qui viennent vous expliquer, moi, si j'étais... Oui, mettez pas à ma place. On enchaîne avec notre nouveau débat. Faut-il réellement consommer moins de viande ? Alors en 20 ans, la consommation moyenne de viande a reculé de 5,8%. Alexandre, ce chiffre, c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle ? Comment vous l'interprétez ? Alors ça va dépendre de quel regard on a sur la question. Pour préciser la question, faut-il manger moins de viande ? Il y a il y a une injonction qui est dans cette question. Donc au Shift Project, on n'a pas ni la légitimité morale pour dire ce qu'il faut faire, ni la légitimité législative pour imposer ce qu'il faudrait faire. Par contre, si on regarde les chiffres, donc là notre travail ça va être de donner des chiffres, la production de viande a diminué sur les 10 dernières années d'environ 10%, et la consommation donc là qui a diminué de 5%, donc moins vite que la production, donc c'est le chiffre que vous avez donné, moins 5%. S'il y a un report de la consommation de viande qui est faite sur de l'import,
alors au niveau production émissions carbone, on a tout perdu. Et au niveau si à terme la production de viande devait baisser, alors il pourrait être de bon augure que la consommation diminue à partir du moment où la consommation reste locale. Parce que l'aspect souverain, l'aspect de consommation locale, de ne pas déplacer les biens entre continents, de conservation par le froid ou de consommation locale. Donc ça, ce sont des éléments qui vont agir pour permettre d'avoir un élevage et une agriculture qui soient plus stables. Donc si la consommation suit la production et qu'on informe la population que la consommation locale, c'est ce qui aide, avec bien sûr des problématiques de prix, ça peut aller dans le bon sens, oui. Alors en l'occurrence, Nicole t'en parlait en début de semaine sur une autre émission, il y a eu vraiment eu le report, c'est-à-dire que moins de viande rouge, clairement, et là les chiffres sont sur cette tendance actuellement, moins de viande rouge, mais un gros report sur la viande blanche, la viande importée. Exactement, moins de viande rouge, un report sur la viande blanche, mais sur le poulet. En fait, la filière volaille parle de poulettisation, c'est-à-dire qu'on est en train de consommer, on est en train de devenir comme le reste du monde, c'est-à-dire de manger du poulet, de manger... En France, on a une habitude de consommation de plein de viandes différentes, donc le bœuf... Pour quelle raison, Nicole, on se reporte sur le poulet? Et au niveau de la volaille, il y a à la fois la dinde, la pintade, etc. Mais en fait, la consommation est en train d'aller vers le poulet parce qu'on mange de plus en plus des produits transformés ou en restauration collective ou en restauration, ce qui fait que hors foyer, voilà, je cherchais le mot, ce qui fait qu'effectivement ce poulet lourd qui est facilement découpable, etc. Eh ben c'est pas en France qu'on le trouve, c'est de plus en plus en importation. Oui, après c'est aussi une contrainte de prix, Nicole, je pense aujourd'hui le pouvoir d'achat. Il n'y a pas que la question du prix. Pas que, mais aussi je pense que c'est de la viande pas chère, clairement facile à consommer, tu l'as dit, sur des produits très transformés. Mais la contrainte du prix, elle est là. Et on reboucle là. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la priorité aujourd'hui, elle n'est plus au budget de l'alimentation. Elle est ailleurs. Alors ça, c'est pas à moi d'en juger. La consommation, elle est comme ça. Mais par contre, qu'est-ce qui a fait ça? À un moment donné, on a dû louper, nous, un virage. Alors soit en termes de communication ou de production, j'en sais rien. Mais on a loupé quelque chose là parce que Alexandre l'a dit. La viande, y compris de la viande rouge, vertueuse, élevée à l'herbe, localement, c'est quand même bon déjà. C'est bon. C'est utile à la santé. Et puis, de temps en temps, ça reste acceptable en termes de budget. Il faut qu'on arrive à le comprendre. Par contre, le poulet brésilien, c'est pas bon. Alors, c'est pas cher. Et en plus, c'est très émetteur de carbone. Donc, c'est quand même pas la bonne pioche. Sébastien, tu parles de communication. Il y a une communication quand même au niveau interprofessionnel qui était de dire manger de meilleure qualité, mais quand même manger moins de viande. Il y avait quand même un petit message qui était manger moins. Alors, mangez-en mieux. Mangez-en mieux. Ouais. Mais c'était. Mangez-en moins. Moi, en tant que producteur de viande, je suis pas capable de dire ça sur ce plateau. Vous le comprendrez facilement. Mais mangez-en mieux, oui, mangez-en mieux. Regardez les étiquettes, regardez ce que vous mangez. Des productions locales, plutôt de race à viande, sur de la viande, c'est bien. Et plutôt, oui, à moins de 200 km de chez vous, c'est bien. Je pense qu'il y a un virage qui s'est opéré là depuis la sortie Covid. On se rend compte qu'on a l'effet boomerang de l'économie française avec un durcissement des impôts et de plein de taxes, une augmentation liée à une grosse inflation qui a eu lieu pendant 1 an et demi et la restauration, en fait, la part du ménage, la part du porte-monnaie qu'utilisaient les ménages pour le loisir par exemple, va en concurrence directe avec ce qu'ils mettaient dans la consommation. Et moi, je rejoins un petit peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ils vont sur le poulet, pourquoi? C'est pas cher. Sauf que c'est un très très mauvais calcul. Pourquoi c'est un très mauvais calcul? Parce que dans un poulet, il y a entre 40 et 60% d'os. Donc une fois que vous avez acheté votre gros poulet fermier, quand vous enlevez 40 à 60%, un poulet qui vaut 8 à 8,50 € au kilo, ça revient entre 14 et 15 balles. Et entre 14 et 15 balles, on peut commencer à se faire un bon bourguignon de chez lui, ou des pièces un petit peu moins nobles sur des tranches, etc. C'est un mauvais calcul, sauf que c'est un calcul aujourd'hui où les mecs ils disent voilà, je vais mettre 150 balles à la fin du mois sur
ce que je vais bouffer. Et si à un moment donné, il y a du poulet brésilien qui a été maquillé et déguisé parce qu'il est passé par les plateaux de Hollande, parce que c'est par les Pays-Bas essentiellement, parce que c'est comme ça que ça se passe, et bien ça ravit tout le monde. Et c'est ça la problématique d'aujourd'hui. Alors il y a des figures médiatiques assez emblématiques. Je vais dire Hugo Clément. Alors je n'avais peut-être pas aimé cette personne-là. Je vois Sébastien qui frissonne quand je dis Hugo Clément. Mais en gros, est-ce que donc il y a Hugo Clément qui va porter un message, mangez moins de viande. Je mange moins de viande. Il est peut-être même vegan, végétarien. Il est végétarien, je crois. En gros, est-ce que à l'inverse, il nous faudrait notre Jean Covici la viande rouge française élevée de qualité. Est-ce qu'il faut avoir des personnalités qui s'engagent plus? Alors, Hugo Clément, parce que moi je l'ai détesté. Je vous le dis en toute honnêteté, je l'ai détesté au démarrage. Là, il est en train, je trouve, de mettre de plus en plus d'eau dans son vin parce que il s'aperçoit que l'agriculture, c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est souvent gris. Et donc, il faut savoir faire des concessions à un moment donné pour quand on veut faire passer de ses choix. Et donc là, c'est peut-être l'âge qui le fait maturer. Peut-être comme la bonne viande, je sais pas. Il a pris un peu de frigo et du coup, c'est meilleur. Mais là, ça va un petit peu mieux. Il a quitté Paris aussi. Il a quitté Paris. Il a quitté Paris, il s'est aperçu qu'il y avait des champs, des vaches, je sais pas. Non, je trouve qu'il s'améliore. Il n'est pas encore au bout, mais je trouve que le résultat commence à être sympa. T'es d'accord, Sébastien? Moi, Hugo Clément, je m'en fous un peu. C'est pas mon problème. Je veux dire, aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas ton problème. Il y a quand même des messages qui passent au bout d'un moment. Je trouve que, honnêtement, ces gens-là qui ont un message plutôt véganiste, comme tu l'as dit, aujourd'hui, c'est une frange de la population qui est relativement très très fine. Je suis pas si sûr. Ouais, mais j'en suis sûr. Vous l'avez dit, vous avez donné les chiffres de la consommation. Elle a baissé de 5%, consommation de viande rouge, grosso modo, c'est ça que tu as dit, Vincent? C'était viande. Voilà, on n'est pas non plus sur une chute énorme. Ça veut dire que ces gens-là, c'est une frange relativement minime de la population, mais qui ont accès aux médias. Pour le coup, Hugo Clément, il est bien passé. Il y en a d'autres, des stars. Voilà. Par contre, moi, Sébastien Cluzel, je viens sur le plateau du comptoir de l'éleveur. J'ai pas accès au plateau BFM ni autre très souvent. Et c'est peut-être là aussi qu'il y a un problème, c'est sur l'accès à la communication, encore une fois. Et le Jean-Claude manger de la viande, pourquoi pas? Moi, s'il faut, je vais bien m'y coller. Alexandre, c'est quoi le message concrètement des shifters sur cette question de la consommation de la viande? Parce que il y a forcément l'enjeu de décarboner. Alors le message des shifters en globalité, c'est la sobriété. Donc c'est interthématique, dans toutes les thématiques. On estime, d'après les calculs et les chiffres qu'on a pu obtenir, que la société telle qu'elle évolue actuellement est instable. Donc instable, ça veut dire qu'il ne dure pas dans le temps. La question qui va se poser, c'est combien de temps ça peut durer, et les limites se rapprochent. Donc aussi bien dans l'agriculture que dans n'importe quel autre domaine, il y a plein d'autres choses qui ne seront plus faisables. Et une des questions qui va se poser, c'est est-ce que c'est une contrainte ou est-ce que c'est une sobriété? La différence entre la pauvreté et la sobriété, c'est que la sobriété, elle est choisie, et la pauvreté, elle est subite. Nicole, tu avais une question. Oui, j'ai une question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, si on compare en termes de bilan carbone une exploitation dans le massif central de bovins viande à l'herbe, donc avec une densité qui est relativement faible, si on peut dire, d'animaux sur des herbages, par rapport à une viande qui vient de feedlots brésiliens où on exploite les terres de façon intensive, et avec cette viande-là qui vient par bateau. Est-ce que vraiment, et est-ce qu'il n'y a pas des biais là-dessus, est-ce que vraiment le bilan carbone est meilleur pour la viande qui vient de l'Auvergne, et est-ce qu'il n'y a pas des biais en fait sur ces équilibres bilan carbone pur? J'oserais pas affirmer, n'étant pas complètement expert, mais c'est pas aussi net que ça. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible que l'élevage, même le bel élevage qu'on connaît en Auvergne, soit plus émetteur de carbone, de par l'occupation de... Ah là, Sébastien, il veut réagir. On rabâche à longueur d'année que nos prairies sont captatrices de carbone. Chez moi, il y a des forêts, il y a plein d'arbres, il y a plein de haies, et ça, alors on n'est pas à la neutralité, on est bien d'accord, mais ça capte déjà 33% de mes émissions émises par mes vaches qui rotent du méthane, pour le coup, c'est comme ça. Elles pètent pas, contrairement à ce qu'on entend, elles rotent du méthane en ruminant. Mais ça, par contre, on dise
que les feedlots américains à base de maïs et de soja soient moins émetteurs de carbone plus émetteurs de carbone que nos prix, ça me paraît juste, même sans être expert. Je ne suis pas non plus Alexandre. Est-ce qu'il y a des chiffres qui existent je suis pas de expert, façon... mais enfin, faut arrêter Non, mais de dire alors, que... pour revenir un petit peu, c'est vrai sur le Brésil, pardon, parce qu'ils sont très émetteurs. Mais attention à l'Argentine, qui elle, par contre, est sur du pâturage extensif. Ah oui. Là, on est d'accord. Tout ce qui fait de l'autre, t'as pas le micro, Alexandre. ils font péter la cantine là. Alexandre, tu voulais réagir? Oui, après effectivement, c'est une ferme intensive en France peut être moins émettrice de carbone qu'une ferme extensive en France. Après, la comparaison, faudrait avoir tous les chiffres qui se passent au Brésil et c'est vrai qu'il peut y avoir, mais je n'ai pas les chiffres et j'oserais pas l'affirmer. Alors attention au terme extensif, intensif, hein, parce que moi j'ai la chance de recevoir beaucoup. Intensif en France, enfin, Non, mais je vais y venir. Si tu veux, je reçois beaucoup de gens sur l'exploitation parce que j'organise des visites de ferme et dès qu'on entend le terme intensif, les gens ils nous regardent, surtout celui qui vient des grandes villes. Et comme on a beaucoup de médias, dont Hugo Clément à ses débuts et bien d'autres sur France Télévisions pour ne pas les citer, qui à un moment donné passaient des images de feedlot sur France Télévisions à des heures de grande écoute. Le mec, quand il arrive dans une ferme chez toi ou chez moi et qu'il dit c'est de l'élevage intensif, et alors il s'attend à avoir des hangars d'1 kilomètre de long avec des énormes. Sauf que c'est pas comme ça. Quand on dit intensif en France, pour revenir sur ta définition, c'est souvent 50, 60, 70 vaches. C'est l'inverse d'un élevage extensif qui veut dire qu'on élève donc nos bovins toute l'année à l'extérieur. Et alors le terme parfois qu'on entend écologiquement intensif, c'est bullshit ou pas? Pardon, j'ai pas écologiquement écouté, intensif, parfois on entend ce terme-là. Tu vas l'énerver là, arrête. Non, je sais. Écologiquement intensif. Nicole. En fait, ça a pour moi, de été... l'intensif en France, il n'y en a quand même pas beaucoup. On peut se le dire, l'agriculture française, c'était elle est le vertueuse, début de y cette compris dans l'élevage. réflexion dans les années 2000 sur le fait qu'on pouvait effectivement avoir une agriculture qui est, dans le standard de l'agriculture française, tout en prenant en compte les questions écologiques. Donc effectivement, ce terme-là a été utilisé. Il a été médiatisé. Il a été médiatisé, oui, tout à fait. Mais sauf que le écologiquement a été un peu oublié. C'est ça. C'est compliqué. En fait, il y a un pouvoir médiatique qui fait qu'à un moment donné, quand les gens ils viennent te voir, quand ils viennent nous rencontrer, ils ont ces images comme la piqûre, etc., etc. Dès qu'ils voient une seringue, tout d'un coup, c'est des hormones. Mais non, ça ne peut pas dire que des hormones. Je change de sujet, pardon. Bon, écoutez, juste un petit mot si tu veux pour conclure, mais sinon on va passer... Non, je pense que pour la partie que je connais très bien, qui est l'élevage de bovins et de races à viande dans leur ensemble, je veux dire, de l'intensivité, en France, il n'y en a pas, déjà, ça c'est clair. Que les produits sont bons à 99,9% et que le bien-être animal, c'est une vraie contrainte chez nous et qu'on s'en occupe au quotidien. Moi, j'ai un taureau qui est ici, je l'ai bichonné ce matin, je l'ai lavé, je lui ai donné à manger, j'ai vieillesse qu'il avait bien bu. Donc nos animaux, on s'en occupe, on les aime et on produit de la bonne viande derrière de manière plutôt extensive et de manière plutôt très qualitative. Alors merci pour votre participation à ce débat engagé. Alors on vous sent à plein de convictions, mais on va aussi tester votre connaissance agricole. Alors vous allez répondre deux par deux. Bon, j'ai un petit quiz pour conclure cette émission, pour conclure cet apéro. Alors quelle race de bovins existe? La Beefmaker, la Beef God, la Beef Hammer, la Biflo Éoli. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de race française là-dedans déjà. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est dommage que Vincent que tu n'aies pas mis au moins une race française parmi les 4. Alors vous dites quoi de ce côté-là? Il n'y en a qu'une qui existe. Il n'y en a qu'une qui existe. Oui, quand même. Bon, ouais. Moi, le Beef Hammer, j'aurais dit, mais. Les Beef Hammer. Alors ils disent le Beef Hammer ici. Je vais paraître bête, mais j'en ai aucune idée. Beef Léoli au hasard. Mais tu nous la montres après en photo? Alors, le jeu de mots devait être foireux. Vous avez pas Biflo et Oli. Ah ouais, je sais. Il était tard quand on a écrit les questions. Il y a des gros auteurs. Vous l'avez fait hier soir après la soirée, non? Alors on peut éliminer la Biflo et Oli. Hein. Faut que je change alors, c'est ça? Ouais, j'en donne une autre. Alors Beef Hammer, oui. Eh ben c'est la Beef Maker. Beef Maker. La Beef Maker. Ah ouais. Alors la Beef ça Maker, ressemble à quoi, c'est en Australie. C'est en Australie et c'est une race avec dans l'origine 75% de Hereford et 25% de Cimental. Ok. Bon. Voilà, Tout ce dont on n'a pas besoin en France, hein, je te le dis. Voilà, on n'en a pas besoin. Deuxième question, puisqu'on a parlé d'écologie. Alors, quelle phrase n'a jamais été prononcée par Sandrine Rousseau? Oh putain, on est mal barré là. Les champs n'ont jamais donné leur consentement pour être Alexandre, cultivés c'est pour toi, ça, avec des je passe. pesticides.
Les SDF meurent plus de chaleur l'été que l'hiver. Ça, c'était pour faire le lien, hein, voilà, sur le côté météorologique. Les agriculteurs, vous travaillez beaucoup avec la météo. J'ai en effet mangé une tranche de jambon le 12 juin 2021. Je préfère des femmes qui jettent des sorts plutôt que des hommes qui construisent des EPR. Alors, laquelle phrase est fausse? Oh là là. Non, mais ça veut dire qu'il y en a 3 qui ont déjà été prononcés quand même. Oui. Et ça, c'est encore plus grave. Oui. Ah, je sais pas. C'est ce que ça veut dire, en clair. Moi, je vais tenter quand même. Les champs n'ont jamais donné leur consentement pour être cultivés avec des pesticides. Moi, je dirais la tranche de jambon. Moi, je vais dire les SDF parce que il me semble qu'il n'y avait pas eu un épisode où c'est qu'ils étaient tous allés soutenir des SDF. Ils étaient au café en face, il n'y avait pas une histoire comme ça. Allez, les SDF pour moi. C'est celle qui n'existe pas, hein. C'est celle qui n'a pas été Vraiment, prononcée. je joue là. Ouais. Bon, alors, pour reprendre mes collègues du début d'année, moi, Sandrine Bouze-Rousseau, ça me donne des boutons, donc regarde, ils apparaissent déjà. Donc, Déjà, j'arrête à ce Joker. point-là. Comme quoi, les Alors, tu donnes pas de écologistes, ça réponse. passe pas. Tu donnes pas de réponse. Ah, voilà. Alors, je vous. Sandrine Rousseau, ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas non plus. Bon, alors la réponse, non, c'était, elle n'a jamais dit, les champs n'ont jamais donné leur consentement pour être cultivés avec des pesticides. C'est celle qu'on n'a pas Ça, prononcée. c'est nous, ça c'est nous, on l'a inventé. Voilà. Et ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. C'était riche, c'était animé, c'était convivial. C'est l'esprit de l'apéro des éleveurs. Demain, on retrouve de nouveau pour le dernier jour. On accueillera Delphine Fressigné, éleveuse de Salers, Sophie Châtenay, rédactrice en chef de la presse du Massif Central, Patrice, fidèle au poste, Et oui, je reviens encore avec nous, merci. J'ai vu qu'il y a Jean-Baptiste qui est passé dans l'allée là tout à l'heure. Et Jean-Baptiste, comme il n'était pas là aujourd'hui, on espère l'avoir demain et qu'il arrivera à se garer, on l'espère avec nous. Voilà, merci beaucoup et à demain pour l'apéro des éleveurs.